Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Après avoir parlé des réseaux locaux informatiques, du protocole TCP/IP et des réseaux étendus, on arrive enfin au quatrième chapitre qui parle des protocoles de routage. Et quand on parle des protocoles de routage, on sous-entend toujours le routage dynamique par opposition au routage statique. Commençons par un petit rappel sur la notion de routage. Donc c'est quoi le routage? Le routage d'un paquet IP, c'est le fait de trouver le chemin vers la destination. Donc on voit ici, si une machine du réseau A veut envoyer un paquet IP vers une machine du réseau E, donc il y a plusieurs possibilités d'envoyer le paquet. On peut passer comme ça, par exemple par le réseau B, puis par C, utiliser le frame relais, ou bien on peut utiliser le RNIS et puis le frame relais. On peut aussi passer comme ça. Donc, le routage, c'est le fait de trouver le chemin et d'acheminer le paquet vers la destination. D'accord? Donc, si j'ai un paquet TCP/IP qui va être envoyé vers une machine ici, par exemple, donc la machine du réseau A va regarder l'adresse IP destination. L'adresse IP destination, elle n'appartient pas au réseau IP local, donc il va être envoyé à la passerelle, c'est-à-dire le routeur. Je vous rappelle que l'adresse IP de la passerelle doit être préconfigurée déjà dans la carte réseau de la machine. D'accord. Maintenant, quand le paquet arrive à notre routeur, comment il va décider du nœud suivant? Est-ce qu'on va passer par ce routeur, ou bien par celui-ci, ou bien par celui du réseau D? Comment? Donc, il va utiliser ce qu'on appelait la table de routage. C'est quoi la table de routage? Donc, on trouve essentiellement deux colonnes. La première contient les adresses IP, les différents réseaux IP lointains, et puis la passerelle, c'est-à-dire le nœud suivant par lequel on doit passer pour arriver à ce réseau. D'accord? Donc, par exemple, ici, on va lire l'adresse IP destination, on va chercher la table de routage, on va trouver que la passerelle, c'est-à-dire le nœud suivant, c'est ce routeur, celui du réseau B. Et donc, on va envoyer le paquet IP vers ce routeur qui va faire la même chose. Il va consulter sa table de routage à lui. Donc, la table de routage existe dans chaque routeur, d'accord? Et puis, donc, il va voir par quel nœud suivant on va passer. Par exemple, ici, on va trouver qu'on doit passer par ce routeur pour arriver enfin à la machine destination. Voyons plus de détails sur cette table de routage, comment elle est remplie. Donc, on se place dans le cas classique d'une interconnexion de deux réseaux locaux par une ligne spécialisée. Donc, combien on a de réseaux? On a trois réseaux IP. Un premier réseau pour le LAN A, un deuxième réseau IP pour le LAN C, et puis pour le WAN, je vous rappelle qu'on a besoin de notre réseau IP. Alors, supposons que j'ai choisi le 192.168.1.0 pour le réseau A. Et bien sûr, l'interface E0 du routeur appartient à ce réseau. Donc, elle doit aussi posséder une adresse IP de ce réseau. Par exemple, .1.1. Une fois l'administrateur a configuré cette adresse IP sous l'interface E0, et une fois qu'on a connecté l'interface E0 à notre switch et qu'elle est apte et opérationnelle, donc le routeur va insérer automatiquement dans la table de routage cette entrée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le réseau 192.168.1.0 est maintenant accessible à travers l'interface E0. D'accord? On voit ici la lettre C comme connecté. Pourquoi connecté? Parce que ce réseau IP est vraiment branché directement sur une interface physique de notre routeur. D'accord? D'accord. Maintenant, l'administrateur il va configurer cette adresse IP. Donc, je suppose ici que j'ai choisi le réseau 1.1.1 pour le WAN. Et donc, on a cette adresse IP pour l'interface S0. Une fois que l'administrateur a configuré cette interface, qu'elle est branchée sur le modem et qu'elle est apte et fonctionnelle, donc automatiquement le routeur va insérer dans la table de routage une deuxième entrée pour le 1.1.1. Il va dire que ce réseau est accessible à travers l'interface S0. Et là, vous voyez bien l'image du routeur. Pourquoi? Parce que c'est le routeur qui vraiment écrit ça dans la table de routage. D'accord? C'est pas l'administrateur. L'administrateur écrit l'adresse sous l'interface,
mais la table de routage, ici, dans la table de routage, donc ces deux entrées sont écrites par donc, le routeur. D'accord. De l'autre côté, donc je suppose que ici j'ai choisi 192.168.2.0 comme réseau pour comme réseau IP pour le LAN C, et donc cette interface a l'adresse IP.2.1. donc même chose ici, le routeur va écrire ces deux entrées dans la table de routage, deux entrées de route connectées. Ok, alors voyons, est-ce qu'on peut faire du routage en utilisant ces deux tables? Donc maintenant, une machine du réseau A va envoyer un paquet vers une autre machine du réseau C. Supposons l'adresse IP destination c'est 192.168.2.15 par exemple, d'accord? Donc, .2.15, c'est pas quelque chose de local, puisqu'ici notre réseau c'est le point 1. Donc la machine va envoyer ça vers le routeur. Je vous rappelle qu'elle va faire un ARP request pour déterminer l'adresse MAC de l'interface E0, et puis il va encapsuler notre paquet IP dans une trame Ethernet dont l'adresse MAC destination est celle de E0. Enfin, notre switch va faire son travail et la trame va arriver à E0. Donc le routeur va désencapsuler le paquet IP, va regarder l'adresse IP, c'est 192.168.2.15. Est-ce qu'on connaît ce réseau? Le point 2, le point 2, non, il n'existe pas ici. Donc cette table de routage n'est pas suffisante pour router le paquet. C'est pourquoi on a dit que c'est l'administrateur du réseau qui va maintenant intervenir manuellement sur la table de routage pour ajouter statiquement ce qu'on appelait la route statique. Qu'est-ce qu'elle dit la route statique? Elle dit pour atteindre le réseau point 2 qui est un réseau lointain, donc on doit passer par le WAN distant. C'est ça la syntaxe de la route statique. Pour aller au LAN distant, on doit envoyer le paquet IP vers le nœud suivant qui est le WAN distant. D'accord, pour arriver au réseau point 2, on va passer par le WAN distant. Donc vraiment cette entrée, c'est une entrée qui est donc programmée par l'administrateur du réseau. C'est pourquoi vous voyez ici la lettre S comme statique. Et bien sûr, pour l'autre sens, donc on doit avoir la même chose ici. L'administrateur aussi doit ajouter une route statique pour que les paquets reviennent vers la machine source. Donc pour aller au LAN distant qui est point 1, donc je vous rappelle maintenant je suis ici, je connais ce réseau, mais je ne connais pas celui-ci. Donc pour aller au LAN distant, je dois passer par le WAN distant, ou bien je dois envoyer le paquet IP vers le nœud suivant qui est 1.1.1.1. D'accord. On a aussi vu la métrique. Vous vous rappelez la métrique? On utilise la métrique pour favoriser une route par rapport à une autre. Donc supposons qu'on a deux chemins vers la même destination. Le premier chemin, là c'est un chemin direct et c'est celui qu'on veut favoriser. Et puis j'ai un autre chemin à travers un routeur intermédiaire. D'accord. Donc ici l'administrateur a écrit la route statique en utilisant le premier chemin. Mais si jamais il y a un problème dans ce chemin, on veut basculer automatiquement sur le deuxième. Donc on doit aussi avoir une autre route statique en utilisant le deuxième chemin pour aller au LAN distant qui est toujours le point 2, c'est ça notre but. Maintenant on va passer par le WAN distant qui est maintenant 2.2.2.2. D'accord? Mais le problème c'est que si jamais on écrit ça dans le routeur, si on écrit deux routes statiques vers la même destination, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Malheureusement, il va partager la charge. Il va envoyer une fois le premier paquet ici. Le prochain paquet, il va l'envoyer sur le deuxième lien. Le troisième sur le premier, le quatrième sur le deuxième lien qui n'est pas un lien direct. D'accord? Et on veut éviter ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut utiliser toujours le lien direct et en cas de problème sur le premier lien, donc on bascule sur le deuxième. Comment faire ça? Donc là, c'est là où va intervenir la métrique. La métrique a une valeur par défaut pour la route statique. Donc chaque route statique a une valeur de métrique par défaut qui vaut 1. D'accord? Et si donc on veut favoriser
cette route par rapport à la deuxième, donc on doit attribuer à la deuxième route statique une métrique qui est plus grande. Donc là on comprend que lorsque la métrique devient plus grande, ça veut dire que la route est moins favorisée. D'accord? Donc par exemple, je vais mettre 10 ici. Donc quand je fais comme ça, le routeur il va utiliser la première route statique parce qu'elle a une meilleure métrique qui est plus petite. Et si jamais il y a un problème sur cette ligne spécialisée, donc l'interface sera down. Et donc puisqu'elle est down, donc ce one distant n'est plus joignable. Donc cette entrée va être supprimée automatiquement par le routeur. Et dans ce cas, le routeur sera obligé d'utiliser la deuxième entrée puisqu'il n'a pas une meilleure solution. D'accord? Donc c'est vrai qu'elle a la métrique 10, mais il n'a pas une meilleure métrique. D'accord. Donc aussi comme remarque, les routes connectées ont une métrique qui vaut 0. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc le lien direct, le one direct a une meilleure métrique. D'accord, donc le routage statique, ça marche impeccablement. On peut router, donc on utilise le routage statique. Pourquoi on a donc utilisé le routage, pourquoi on a inventé le routage dynamique et à quoi sert le routage dynamique? En fait, en utilisant le routage statique, on s'est aperçu qu'il y a principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand le réseau WAN devient un réseau très grand, donc la taille est très importante, quand on parle de 100 routeurs, de 200 routeurs, d'accord, c'est là que l'administrateur il va ajouter plusieurs routes statiques sur tous les routeurs. Donc imaginez que vous avez 200 routeurs, sur chaque routeur vous êtes obligé d'écrire plus que 200 routes statiques. D'accord? Donc par exemple ici on va écrire des routes statiques pour tous les réseaux locaux et aussi parfois on est obligé d'écrire des routes statiques pour les WAN aussi, pour des raisons d'administration. Donc n'oubliez pas que sur le WAN on a aussi des réseaux IP. Et donc c'est là où il y a un risque d'erreur. Il y a un risque d'erreur et il y a un temps à perdre du point de vue de l'administrateur. Aussi imaginez que vous avez décidé par exemple de modifier un réseau ici ou bien d'ajouter un nouveau réseau IP. Donc vous êtes obligé de faire le tour sur tous les routeurs pour écrire, pour supprimer l'ancienne route ou bien pour ajouter une nouvelle route statique, d'où le risque d'erreur et le temps perdu. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, se trouve dans ce qu'on appelle les réseaux NBMA, Non-Broadcast Multi-Access. Non-broadcast, pas comme l'Ethernet. L'Ethernet est un réseau de broadcast, d'accord? Mais il y a des réseaux qui sont non-broadcast, mais quand même, ils vous permettent de faire un multi-accès, typiquement le frame relais ou bien le X25. Donc, en utilisant le frame relais, on a vu dans le cours frame relais qu'en utilisant une seule connexion avec notre fournisseur de service, on a un multi-accès vers plusieurs réseaux distants, d'accord, mais quand même on n'utilise pas le broadcast comme le cas de l'Ethernet. Enfin, l'idée c'est quoi? Donc on a qu'est-ce qu'on a? On a un réseau qui est interconnecté à un deuxième réseau à travers une connexion frame relais, et puis on a une connexion de secours qui est une ligne spécialisée. Vous voyez ici, donc ce diagramme on l'a déjà vu dans le cours frame relais si vous vous rappelez bien. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc, puisqu'on a deux chemins et qu'on veut favoriser l'un sur l'autre, donc on va écrire deux routes statiques, n'est-ce pas? Voici la première route. Pour aller au LAN distant, on va passer par le WAN distant. Le premier WAN distant, c'est celui du frame relais, qui a une métrique par défaut. Combien on a dit pour l'autre statique? 1. Oui, 1, d'accord. Et puis, on a une deuxième route statique en utilisant la ligne spécialisée qui a une métrique 50. Donc la meilleure route c'est celle du frame relais. Et ce qu'on veut c'est que quand on perd la connexion du frame relais, on bascule automatiquement sur la ligne spécialisée, n'est-ce pas? D'accord. Mais on a vu que
si jamais il y a un problème sur ce lien qui relie ce routeur R2 avec le commutateur frame relais, cette interface, elle reste toujours up. Pourquoi elle est toujours up? Parce que cette interface est utilisée pour se connecter sur plusieurs réseaux, non seulement sur R2, mais aussi sur R3 et sur R4. Donc, pourquoi vous voulez qu'elle soit down? Puisque ces connexions sont up. D'accord? Donc, l'état de cette interface, donc, il ne donne pas une idée sur l'état de toutes les interfaces. C'est seulement l'état entre le routeur R1 et du commutateur frame relais. Et alors, s'il est toujours up, donc s'il est toujours up, on va toujours utiliser la première route statique. Puisque le réseau 192.168.0 est up, pourquoi vous voulez que je bascule sur la deuxième entrée? Et donc le backup, bien la liaison de secours ne va pas fonctionner. La solution qu'on avait trouvée dans le coffret relais, c'est d'utiliser la notion de sous-interface, si vous vous rappelez bien, d'accord? Mais si jamais vous ne pouvez pas utiliser la notion de sous-interface, pour une raison ou bien d'autres, donc on peut utiliser le routage dynamique. Donc on va activer le routage dynamique sur les routeurs, et c'est donc grâce au routage dynamique qu'on va détecter quels sont les réseaux qui sont fonctionnels, et donc là on peut basculer automatiquement, puisque le routage dynamique il va détecter automatiquement l'état de toutes les interfaces. Il va informer donc le routeur R1 de l'état de toutes nos connexions. Donc ce qu'on veut en fin de compte, c'est qu'on ne veut pas que l'administrateur configure la route statique. On veut que cette route statique soit écrite par le routeur, mais d'une façon dynamique. Donc on veut dispenser l'administrateur de l'écriture de la route statique, mais quand même on veut que cette route qui concerne les réseaux lointains, on veut qu'elle soit présente dans notre routeur, mais qu'elle soit déterminée d'une façon dynamique par le routeur, c'est pas par l'administrateur. D'accord? Donc c'est ça vraiment ce qu'on veut. On veut un routage dynamique, c'est-à-dire trouver les réseaux lointains d'une façon dynamique, d'accord, sans que l'administrateur intervienne dans l'écriture de la route statique. Et donc on a pensé à faire plusieurs algorithmes pour faire ça. Et donc on a inventé plusieurs protocoles de routage dynamique, comme le RIP qui est le plus ancien, et comme aussi le OSPF qui est adapté pour les réseaux qui ont une taille plus importante. D'accord, le RIP est limité quand même. Et comme le BGP qui est utilisé sur Internet, qui est le plus grand réseau du monde. D'accord, et comme aussi le EIGRP qui est un protocole propriétaire à Cisco. C'est pas un protocole standard comme le RIP ou bien l'OSPF ou bien le BGP. D'accord. Juste une remarque avant de terminer. Donc il faut faire très attention à la différence entre deux mots, à savoir protocole de routage et protocole routé. Ce sont deux choses différentes. Les protocoles de routage sont le RIP ou le OSPF ou bien le GRP, sont donc ce qu'on a déjà vu. Voici les protocoles de routage qui vont découvrir les routes lointaines et ils vont trouver le chemin vers ces réseaux. Mais les protocoles routés, ce sont en fait les protocoles de la couche 3 du modèle OSI. Parce que, comme le IP par exemple, ou bien le IPX, ou bien le AppleTalk, c'est vrai que le IPX et le AppleTalk ne sont pas vraiment très utilisés de nos jours, mais il faut savoir que il n'existe pas que l'IP dans le monde. C'est vrai que le IP, c'est le protocole le plus utilisé, le plus fameux, mais aussi il y a d'autres protocoles comme le IPX et le AppleTalk qui sont utilisés donc dans quelques situations rares, d'accord.
Et quelle est la relation entre ces deux choses? Donc le RIP, il fonctionne avec le IP seulement. Ça veut dire que le RIP ne peut pas découvrir les réseaux IPX qui ont un adressage IPX. De même pour l'OSPF. L'OSPF, il peut trouver dynamiquement les routes IP seulement. Par contre, le EIGRP, qui est propriétaire à Cisco, donc il peut trouver dynamiquement les routes vers les réseaux IP ou bien IPX ou bien AppleTalk. Donc ce sont deux choses différentes, d'accord? Donc voici les protocoles de routage, ce sont eux qui vont trouver les routes, mais ça dépend de l'adressage. Donc il y a plusieurs façons d'adresser un réseau. Bien sûr, nous on va s'intéresser au réseau IP, d'accord? Donc dans cette table de routage, par exemple, le réseau ou bien le protocole routé, c'est le IP, donc ça se voit des adresses, ce sont des adresses IP. Donc le protocole routé, c'est le IP, et le protocole de routage, c'est le OSPF, puisque c'est le OSPF qui a trouvé cette entrée. D'accord? Par contre, dans cette table de routage, là, qu'est-ce qu'on voit dans le champ destination? A priori, ce ne sont pas des adresses IP, mais ce sont des adresses IPX. Là, on parle du réseau IPX 100, le réseau IPX 150, le réseau IPX 200. D'accord? Et vous voyez bien que la passerelle, donc, vraiment a une forme autre que d'une adresse IP. Donc là, le protocole routé, c'est le IPX, mais le protocole de routage, c'est le EIGRP. D'accord? Puisque lui est capable donc de trouver les routes de ces protocoles routés. Donc il faut faire très attention entre les protocoles de routage, routing protocol et routed protocol, et les protocoles routés. Donc c'était juste une remarque, on va conclure. Donc c'est quoi le routage dynamique, à quoi ça sert? Il sert à découvrir dynamiquement les réseaux IP lointains, distants, d'accord? Donc même chose que la route statique, et bien sûr de découvrir dynamiquement les routes, comment arriver à ces réseaux qui sont distants, d'accord? Et bien sûr, si jamais donc il y a plusieurs chemins, donc il va essayer de trouver le meilleur chemin vers la destination. D'accord, les avantages et les inconvénients. Les avantages, on a vu que ça facilite l'administration pour l'administrateur du réseau IP. Il n'est pas obligé de configurer son route statique, donc ça se fait automatiquement par les routeurs. Ça diminue le risque d'erreur et le temps de configuration, et aussi ça permet d'utiliser des liaisons de secours automatiquement, et même aussi on peut utiliser des connexions en parallèle pour partager la charge. L'inconvénient, c'est que ça va consommer, ça va occuper le processeur et la RAM de votre routeur, et aussi ça va générer un trafic sur le WAN, puisque les routeurs maintenant ils ont besoin de communiquer entre eux pour donc s'informer des routes qui existent sur chaque routeur. Donc